École normale supérieure, savoir en multimédia. Oui, j'ai intitulé cette intervention « La chancelante équivocité du monde ». Je veux parler vraiment des langues de l'exil. Et non pas de tout ce qui précède et qui est si magnifique et si drôle dans l'entretien avec Gauss sur l'identité. L'identité comme femme, l'identité comme juive, l'identité comme philosophe, tous les en tant que. Bon. Ce n'est pas de ça que je vais parler. Je vais tenter de parler de qu'est-ce que ça peut apporter, l'exil. La chancelante équivocité du monde, c'est une phrase de Arendt dans son journal de pensée, un fragment de novembre 50, donc tout au début, puisqu'elle l'a commencé en juin. Et ça, cette phrase est recouverte par un titre qui s'appelle « Pluralité des langues ». Pluralität der Sprache. C'est l'année suivante, en 51, qu'elle sera naturalisée américaine. Et j'insiste beaucoup sur ce mot de naturalisée, vous allez voir, il va résonner partout. L'entretien avec Gauss date de 64, et avec la chancelante équivocité du monde, j'entends quelque chose de ce qui m'intéressera le plus dans l'entretien avec Gauss. D'abord, je voudrais vous lire ce passage du journal de pensée qui s'intitule donc « Pluralité des langues ». Pluralité des langues, s'il n'y avait qu'une seule langue, nous serions peut-être plus assurés de l'essence des choses. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir le rapport, au fond, entre ontologie et politique qui est conféré par l'exil. Qu'est-ce qu'une philosophe peut faire de l'exil ? S'il n'y avait qu'une seule langue, nous serions peut-être plus assurés de l'essence des choses. Ce qui est déterminant, c'est le fait, premièrement, qu'il y ait plusieurs langues et qu'elles se distinguent non seulement par leur vocabulaire, mais également par leur grammaire, c'est-à-dire essentiellement par leur manière de penser, et deuxièmement, que toutes les langues peuvent être apprises. Étant donné que l'objet qui est là pour soutenir la présentation des choses peut s'appeler aussi bien tisch que table, cela indique que quelque chose de l'essence véritable des choses que nous fabriquons et que nous nommons nous échappe. Ce ne sont pas l'essence et les possibilités d'illusion qu'il recèle qui rendent le monde incertain, et pas davantage la possibilité imaginable ou la crainte vécue que tout ne soit qu'un rêve. Donc adieu les stoïciens Descartes. Mais bien plutôt, l'équivocité de sens qui est donnée avec la langue et avant tout avec les langues. Au sein d'une communauté humaine homogène, l'essence de la table est indiquée sans équivoque par le mot « table », et pourtant, dès qu'il arrive aux frontières de la communauté, il chancelle. Cette équivocité chancelante du monde et l'insécurité de l'homme qui l'habite n'existeraient naturellement pas s'il n'était pas possible d'apprendre les langues étrangères. Possibilité qui nous démontre qu'il existe encore d'autres correspondances que les nôtres en vue d'un monde commun et identique, ou quand bien même il n'existerait qu'une seule langue. D'où l'absurdité de la langue universelle, contre la condition humaine, l'uniformisation artificielle et toute puissante de l'équivocité. Bien, vous voyez, je voudrais poser ça en toile de fond de toutes les remarques que je vais tenter de faire. Et j'y reviendrai par-ci, par-là. Ce qui m'intéresse donc, c'est de savoir non pas ce qu'on perd, mais ce qu'on gagne avec l'exil. Et je vous propose quelques thèses sommaires que je vais expliciter. Première thèse, la marque de l'exil, c'est la transformation du rapport à la langue. Deuxième thèse, l'exil dénaturalise la langue maternelle. Troisième thèse, il déniaise, politise, et peut-être que le bon mot est déconstruit, l'universel et interdit une ontologie sommaire. Quatrième thèse, on ne peut plus confondre la langue et le peuple,
on ne peut plus les fusionner, les co-fidéliser, et on ne peut plus confondre l'être et la langue. On ne peut plus les fusionner, on ne peut plus les co-fidéliser. C'est pourquoi, cinquième thèse, la condition d'exilé est une condition d'avant-garde. Et le mot avant-garde est un terme d'Arendt, c'est la conclusion de Nous autres réfugiés. C'est une avant-garde politique et philosophique que l'exil. Une autre manière d'exprimer ces thèses, ça serait de rendre hommage à Jacques Derrida. Et je voudrais le faire parce que nous sommes salle du SAN et parce que, en travaillant cela, je n'ai cessé de penser à ce qu'il exprimait dans le monolinguisme de l'autre. Je vais vous citer quelques phrases de Derrida sous l'égide duquel je voudrais me placer. Derrida, d'abord, donne cette injonction constat à propos de lui, plus d'une langue. Plus d'une langue, c'est, je crois, exactement cela que l'on gagne avec l'exil. Plus d'une langue, c'est la définition de ce qu'il appelle la déconstruction. Et je cite Mémoire pour Paul Demand. Si j'avais à risquer, Dieu m'en garde, une seule définition de la déconstruction, brève, elliptique, économique comme un mot d'ordre, je dirais, sans phrase, plus d'une langue. Derrida reprend ce constat injonctif dans la prière d'insérer du monolinguisme de l'autre, un livre qui renvoie, via son expérience singulière, de jeunes pieds noirs auxquels on enseigne en Algérie l'arabe au titre de langue étrangère facultative, et qui par ailleurs est lui-même déchu de la nationalité française au moment de l'abolition du décret Crémieux. Donc, il explicite tout cela dans son rapport entre colonisation, exil, rapport au peuple, à la patrie, à la race et au judaïsme. Et il dit, il déconstruit, si vous voulez, sa propre position au moyen d'une aporie aussi banale que contradictoire que le titre, le monolinguisme de l'autre, fait entendre. La voilà, cette aporie. On ne parle jamais qu'une seule langue, on ne parle jamais une seule langue. Et il me semble que si on veut comprendre ce qu'est la langue maternelle pour Arendt dans cet entretien avec Gauss, et si on veut comprendre ce que c'est qu'elle peut gagner avec l'exil, avec la pluralité des langues, c'est là que ça se dit le mieux. On ne parle jamais qu'une seule langue, on ne parle jamais une seule langue. Et Derrida commente énormément l'entretien avec Gauss dans une note du monolinguisme de l'autre. Il continue, c'est une contradiction pragmatique et les théoriciens anglo-américains ou allemands m'en feront reproche et ils me diront, je cite, « Vous êtes un sceptique, un relativiste, un nihiliste. Si vous continuez, on vous mettra dans un département de rhétorique ou de littérature et si vous insistez, on vous enfermerait dans le département de sophistique. » Alors moi, je suis ravie. Donc, je pense que cette menace nous met sur la bonne voie. Donc voilà pourquoi je voulais mettre les quelques remarques que je vais faire sous l'égide de Derrida. D'abord, l'exil dénaturalise la langue maternelle. C'est ma deuxième thèse. L'exil dénaturalise la langue maternelle. Je voudrais simplement évoquer le premier exil. Le premier exil, non, ce n'est pas le premier. Disons, le premier exil de mes études classiques. Ce n'est pas le premier. C'est-à-dire Virgile, c'est-à-dire Aîné, c'est-à-dire exul patrié, celui qui quitte Troie, est chassé de sa patrie avec l'édiolard dans une main et son père Anchise sur les épaules. Eh bien, ce hors-sol, c'est ça que ça veut dire, hein, ex solum. Exilium, c'est ex solum, ce hors-sol. Ce hors-sol est à penser, me semble-t-il, en rapport avec la nostalgie. On passe de Homère à Virgile en passant de la nostalgie à l'exil. Le retour d'Ulysse, avec son lit enraciné, et l'exil hors sol.
qui s'arrête quand? Eh bien, qui s'arrête à un moment très précis, c'est la fin de l'Énéide. La guerre s'arrête quand Junon accepte d'arrêter toutes ces méchancetés et ces mauvaises incitations. Et elle l'accepte parce qu'elle a gagné. Qu'est-ce qu'elle a gagné? Jupiter lui dit « Uno ore fecit latinos ». Je les ferai tous latins, non, feci latinos, pardon. Je les ferai tous latins par une seule langue. Ils parleront tous une seule langue et deviendront des latins. Autrement dit, c'est avec l'abandon du grec que se pose, que s'arrête et que se définit l'exil. Au moins deux langues. Le grec abandonné et le latin qui devient la langue des Grecs. Il faut au moins deux langues. Il faut plus d'une langue pour que l'exil ait lieu. Et cet exil latin fait quitter le logos grec. On quitte le logos, Hannah Arendt y est très sensible. Elle choisit, contre Heidegger, les latins comme politique, comme peuple politique, contre l'ontologie grecque. Quel est le changement fondamental du grec au latin? Eh bien, c'est le passage de logos, qui veut tout dire, de la langue à la raison, et qui est corroboré par Hellénizein, qui veut tout dire, depuis être grec, parler correctement, être cultivé, jusqu'à être un homme. C'est le passage de logos et d'Hellénizein à lingue. Il y en a plusieurs langues, ça n'est pas un seul logos. Donc c'est l'apparition du pluriel des langues, avec un S, qui signe l'exil et l'arrêt ailleurs. C'est cela donc, pour moi, la meilleure définition de l'exil. Il y a plus d'une langue, l'exil dénaturalise la langue maternelle. Comment ça se présente pour Arendt? Arendt, on l'a vu, Sylvie Courtine l'a rappelé, vous l'avez entendu dans l'entretien, Arendt n'est pas tant exilée de son pays, l'Allemagne, que d'une langue, l'allemand. Et je rappelle ce qu'elle dit de l'Europe pré-hitlérienne. Elle répond à Günter Gauss en lui disant « L'Europe pré-hitlérienne, je ne peux pas dire que je n'en ai aucune nostalgie. Ce qui en est resté, il en est resté la langue. Seule demeure la langue maternelle », c'est le titre qu'on a donné à l'entretien dans sa première publication, Esprit. Et ceci ne fait sens que parce que Arendt a, Sylvie l'a aussi rappelé, Arendt a dédoublé, découplé la langue et le peuple. Elle ne s'est jamais considérée comme allemande, au sens d'appartenance à un peuple et non d'appartenance à un État. Ce qui compte, c'est la langue maternelle. Elle n'est pas allemande, elle parle l'allemand. Et je rappelle ce qu'elle dit de la langue maternelle. Il y a une différence incroyable entre la langue maternelle et toute autre langue. Pour moi, cet écart se résume de façon très simple. Je connais par cœur en allemand un bon nombre de poèmes. Ils sont présents au plus profond de ma mémoire, derrière ma tête, in the back of my mind. Et il est bien impossible de pouvoir reproduire cela. Les réfugiés, dit-elle en 1943, donc dans Nous autres réfugiés, ont perdu leur profession, l'assurance d'être de quelque utilité en ce monde, mais surtout ils ont perdu la langue maternelle, c'est-à-dire nos réactions naturelles, la simplicité des gestes, l'expression spontanée de ses sentiments. Vous l'avez vu là, tout le temps, hein, l'expression spontanée de ses sentiments en allemand. Et Elisabeth Jungbruhl rappelle la manière dont elle disait « Ah !»
elle dit, ça la mettait au-dessus de nous tous comme une haute tension électrique. Qu'est-ce qui rend maternelle une langue? Et surtout, comment échapper à la naturalisation de la langue maternelle? Qu'est-ce qui fait qu'une langue est maternelle sans que vous soyez pour autant naturellement pris dans cette langue? Seulement naturellement, du moins. Eh bien, je crois vraiment que la dissociation qu'Arendt opère, que vous l'avez entendu opérer entre langue et peuple, est fondamentale. On ne naît pas allemand, au fond, on le devient. Ça n'est pas un problème de nature, de sol, de sang, c'est un problème de langue. Et ce problème de langue, cette question de langue, c'est-à-dire avoir pour patrie sa langue, implique la distance, la dénaturalisation de la langue maternelle et la distance entre langue et peuple. Pour le faire comprendre, je voudrais simplement comparer avec celui dont elle n'arrête pas de se moquer, quand elle dit ces intellectuels ont inventé des trucs sur Hitler, là, bon, qui y croyaient en plus, bon, c'est-à-dire avec Heidegger. Je voudrais citer une phrase de Heidegger qui m'a servi de repoussoir constant dans, par exemple, le dictionnaire des intraduisibles que nous avons, auquel nous avons beaucoup travaillé ensemble avec Marc Crépon. Cette phrase de Heidegger montre ce que veut dire confusion langue-peuple, et à quoi échappe Arendt en la défaisant. Je la cite. C'est une phrase que je tire de l'essence de la liberté humaine, c'est-à-dire qu'elle a été écrite en 1930. La langue grecque est philosophique. Autrement dit, elle n'a pas été investie par de la terminologie philosophique, mais elle philosophait elle-même déjà en tant que langue et que configuration de langue, Sprachgestaltung. Et autant vaut de toute langue authentique, naturellement à des degrés divers. Ce degré se mesure à la profondeur et à la puissance de l'existence d'un peuple et d'une race qui parle la langue et qui existe en elle. Ce caractère de profondeur et de créativité philosophique de la langue grecque, nous ne le retrouvons que dans notre langue allemande. Voilà. L'allemand plus grec que le grec. Et cela dans un lien, dans une liaison originelle entre langue et peuple, langue et race. C'est cette liaison que Arendt défait et que l'exil l'oblige à voir comme défaite. C'est cela, pour moi, le gain, si vous voulez, contre l'ontologie, disons contre ce que j'appellerais le nationalisme ontologique. C'est une expression au secours. Bon, je retrouverai, je l'ai volé à quelqu'un. Je l'ai volé à celui qui enseignait l'allemand ici. C'est là? Non, bien plus récent. Jean-Pierre Lefebvre. Voilà, c'est une expression de Jean-Pierre Lefebvre. Donc, vous voyez, pour moi, le découplage dérace la langue. Pas seulement la déracine, mais la dérace. La langue n'est plus le propre d'un peuple, ça n'est plus une propriété. Et c'est à nouveau Jacques Derrida qui le dit avec le plus de force. Il le dit dans son dernier livre posthume, Apprendre à vivre enfin, l'entretien avec Birnbaum. Il le dit de la manière suivante: je n'ai qu'une langue, et en même temps, de façon singulière et exemplaire, cette langue ne m'appartient pas. Une histoire singulière, l'exil, ce que je vous ai raconté, le monolinguisme de l'autre. Une histoire singulière a exacerbé chez moi cette loi universelle. Une langue, ça n'appartient pas. Désolidariser la langue et le peuple pour que la langue puisse demeurer. Donc, voilà le point, enfin, si vous voulez, essentiel où je voulais en arriver, mais je voudrais l'étayer à rebours. C'est-à-dire
comprendre comment cela fonctionne comme langue d'exil, la langue allemande. Si la langue allemande n'est pas devenue folle, ça c'est quelque chose que Sylvie Courtine a rappelé, c'est une phrase d'Arendt que Sylvie Courtine a rappelé, je me disais, c'est quand même pas la langue allemande qui est devenue folle. C'est dans l'entretien avec Günter Goss et on ne l'a pas entendu. Je ne comprends pas. Je te dis, abgekürzt Fassung ou Oui. je sais pas quoi. Oui, ça a été raccourci. C'est une version light, quoi. Une version light. La version lourde, dans la version lourde, il y a, ça n'est quand même pas la langue allemande qui est devenue folle. Oui. Je me disais ça. Et c'est cette phrase-là que Derrida commente dans une note immense, au bas du monolinguisme de l'autre, et que Marc Crépon commente d'ailleurs, commentant la note et commentant ce n'est pas la langue allemande qui est devenue folle. Je dirais, le fait que Hannah Arendt continue à parler sa langue maternelle, même quand elle parle l'américain, c'est ça qui fait que la langue allemande n'est pas devenue folle. La langue allemande n'est pas devenue folle parce que la langue allemande n'est pas la langue des nazis, du national-socialisme, mais c'est une langue hors sol, qui peut être la langue de l'exil. C'est une langue exilée, et pas seulement la langue des nazis. Et c'est parce qu'en tant que langue, toute langue est hors sol et exilée, non seulement exilée, mais parlée en exil, que la langue allemande ne devient pas folle, qu'aucune langue ne devient folle, parce qu'aucune langue n'appartient à aucun peuple. Dénaturaliser la langue maternelle, jusque-là, c'est cela qui la sauve toujours et meurt. Et cette meurt est très longuement commentée par Derrida. Alors, qu'est-ce qu'il en reste de maternel, hein ? Eh bien, il en reste qu'elle n'est pas une langue de cliché, qu'elle est une langue d'invention. Il est son organe et elle est le sien, dit Schleiermacher, de tout auteur dans une langue. C'est magnifiquement dit. Il est son organe et elle est le sien. Autrement dit, la langue n'est pas une chose close, un ergone, mais une energeia. C'est un qualificatif que Humboldt lui donne sans cesse. C'est une énergie en acte, et non pas une totalité close. Et c'est parce que c'est une énergie en acte qu'on y invente. Et c'est parce qu'on y invente qu'elle vous est maternelle. In the back of my mind, parce que tout est là et que je peux continuer à y inventer. Et alors, en préparant cette intervention, je me suis rendu compte qu'au fond, les deux points qui nous avaient construits dans le dictionnaire des intraduisibles étaient présents. C'est-à-dire, pas de nationalisme ontologique, dénaturaliser la langue maternelle, et maintenant, pas de globish, c'est-à-dire garder la langue maternelle. Garder la langue maternelle et refuser que tous les exilés parlent une non-langue. Ce qu'on est en train de demander aux gens qu'on veut naturaliser français. Hein ? Refuser une langue de communication et purement de communication, c'est-à-dire une langue de cliché. Une langue où on ne pourra plus rien inventer et où on recevra des éléments de langage. Dieu sait que nous en recevons. Hannah Arendt dit en allemand, je me permets des choses que je ne me serais jamais permises en anglais, et la condition de réfugié obéissant aux bons conseils des sauveurs, aujourd'hui aux exigences du pays d'accueil, est intolérable. Et si elle ne l'est pas, c'est très mauvais signe. Je cite Arendt. Ils nous ont demandé d'oublier, et nous avons effectivement oublié, plus vite qu'on aurait pu l'imaginer. Au bout de 4 semaines en France ou de 6 semaines en Amérique, nous avons prétendu être français ou américains, écrit-elle en 1941. Nous autres réfugiés, renâclons à oublier notre profession, notre statut social, mais en ce qui concerne la langue, je continue à la citer, nous n'éprouvons en revanche aucune difficulté. Au bout d'1 an seulement, les optimistes sont convaincus qu'ils manient l'anglais aussi bien que leur langue maternelle. Et au bout de 2 ans, ils jurent leur grand Dieu qu'ils le parlent mieux que toute autre langue, se souvenant à peine de l'allemand. Elle refuse, toujours consciemment, de perdre sa langue maternelle. Et cette résistance, donc,
c'est là-dessus que je vais conclure, n'est pas une résistance de coquetterie. C'est une crainte vraiment profonde qui ne prend sens que quand on la rapporte alors à la banalité du mal telle que je la comprends et je crois telle qu'elle le dit. La banalité du mal, c'est pas seulement que Eichmann soit un clown et que ça soit que tout le monde soit dans le mal comme ça, approche comme Eichmann, obéisse, soit un fonctionnaire du mal. Non, c'est que on ne parle plus de langue. Elle dit, on a affaire à une langue dans laquelle un cliché chasse l'autre. C'est ce qu'elle dit là, dans Seule demeure la langue maternelle. Et je voudrais rapprocher ça de ce qu'elle dit de Eichmann, dans Eichmann à Jérusalem. Elle dit, je vais vous parler de la lutte héroïque d'Eichmann avec la langue allemande, dont il sort toujours vaincu. Il s'excuse en disant, je cite Arendt citant Eichmann, « Le langage administratif est mon seul langage. » Mais le langage, Arendt continue, mais le langage administratif était devenu son langage parce qu'il était réellement incapable de prononcer une seule phrase qui ne fût pas un cliché. Cet horrible don de se consoler avec des clichés, s'exclame-t-elle à propos de la réconciliation. La réconciliation, un scandaleux cliché qui n'est plus communiqué aux Allemands d'en haut, c'est une expression toute faite qu'ils fabriquent eux-mêmes, aussi dépourvus de réalité que les clichés sur lesquels le peuple avait vécu pendant 12 ans. Et l'on pouvait presque observer l'extraordinaire sentiment d'euphorie qu'une telle parole donnait à celui qui la prononçait au moment où elle sortait de sa bouche. Donc, parler par cliché. Mais les Allemands parlent, Eichmann parlait l'allemand par cliché. Autrement dit, il faut soutenir qu'on ne parle plus sa langue maternelle quand on la parle par cliché. Ça, il faut aller jusque-là. La langue n'est plus maternelle dès lors qu'on n'y invente plus. Dès lors qu'elle est perclue de banalité, dès lors que le jugement, le goût ne peut plus s'y exercer, dès lors qu'elle est vecteur de propagande ou encore d'éléments de langage. Donc on a une responsabilité en tant qu'on parle une langue maternelle à l'égard des mots qu'on emploie. Et cette responsabilité, c'est là que je rejoins la politique, si vous voulez, ou le politique. Cette responsabilité, c'est le fait qu'on performe de cette manière-là. C'est-à-dire que quand on parle, c'est une action, on fabrique. Je cite Arendt toujours dans le journal de pensée, tout près de la grande citation par laquelle j'ai commencé. Tout ce pourquoi la langue dispose d'un mot existe pour la pensée. Ce pourquoi la langue ne dispose pas d'un mot échappe à la pensée. C'est une erreur de croire qu'une réalité pensée dans le langage est moins réelle qu'une réalité vécue non pensée. En ce qui concerne l'homme, il se pourrait bien que ce soit le contraire. Cette force performative est inhérente aux politiques, et c'est ça qui fait que l'homme doué de parole, l'animal doué de logos, est un animal politique. Mais vous voyez, il l'est bien autrement quand il a une langue maternelle dénaturalisée et quand il a plusieurs langues, c'est-à-dire que c'est grâce à ce plus de langues qu'il peut être, disons, toujours en train d'inventer et non plus en train de globicher. Voilà, je cite juste pour conclure, si vous voulez bien, une phrase qui m'a beaucoup amusée et beaucoup arrêtée. C'est ce que disent, enfin, je cite deux phrases. La dernière, la première, c'est la phrase complète d'Arendt sur les réfugiés. Les réfugiés allant de pays en pays représentent l'avant-garde de leur peuple, s'ils conservent leur identité. Pour la première fois, l'histoire juive n'est pas séparée de celle de toutes les autres nations, mais liée à elle. Autrement dit, l'histoire juive, avec le juif comme exilé, et cette perception de plus d'une langue,
fait modèle. Fait modèle, et d'où ma dernière phrase. C'est une phrase rapportée par Michael Berenbaum, qui l'a entendue à la sortie du musée juif de Washington. Les jeunes noirs qui sortent du musée à Washington disent souvent « On ne savait pas que les juifs étaient blacks ». Merci.